Voilà. Il est accompagné de 2 ministres. Il est accompagné de 2 ministres du gouvernement. François Lamy me acceptera que je parle d'abord de Frédéric Cuvillier. C'est le représentant du Nord-Pas-de-Calais, le grand maire de Boulogne, aujourd'hui ministre délégué au transport et à l'économie maritime. Et puis bien sûr François Lamy, ministre délégué à la ville, qui est à Lille chez lui, parce que chacun le sait, c'est mon frère en politique. Je voudrais saluer beaucoup d'amis qui sont là. Adeline Hazan, maire de Reims. Saluer bien sûr Gilles Pargnot, vous l'avez vu avec son talent habituel, notre premier fédéral. Je voudrais saluer Harlem Désir, numéro 2 du parti, coordonnateur de la campagne, qu'il faut applaudir, ainsi que Guillaume Bachelet, le porte-parole de la campagne et celui qui a écrit le projet des socialistes. Donc la victoire lui doit à lui aussi beaucoup. Je salue nos sénateurs et députés sortants du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme, nos députés européens, Patrick Kanner, le président du Conseil général du Nord, et ses collègues de l'Eure, Jean-Louis Destan, et de l'Oise, Yves Rome. Je salue Pierre de Saint-Ignon, premier vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, premier adjoint du maire de Lille. Je salue aussi particulièrement le secrétaire général du PSE, du Parti socialiste européen, Philippe Cordery, qui est notre candidat dans la 4e circonscription des Français de l'étranger et qui a fait un score extraordinaire au premier tour, qui nous donne beaucoup d'espoir pour le second. Je salue le président du MRC, Claude Nicollet, et le président de la Fédération du Parti radical de gauche, Jacques Muttez. Ils sont là tous les deux avec nous. Et puis vous comprendrez que je veux saluer tout particulièrement tous nos candidats. Tous nos candidats, je ne peux pas tous les citer, et leurs suppléants. Je voudrais en citer un seul, Philippe Kemel, qui se bat avec un grand courage, et j'en suis sûre avec beaucoup de succès, contre Marine Le Pen. Je pense que Philippe est exactement ce que les Français veulent de la politique, c'est-à-dire un homme engagé, un homme qui sait que tout s'acquiert par le travail, par la conviction, par la détermination, que rien n'est donné, et surtout un homme qui tient parole et qui connaît les difficultés des hommes et des femmes de sa circonscription, mais qui connaît aussi la façon de les en sortir, car il a commencé à travailler sur la réindustrialisation d'Hénin-Beaumont et de cette circonscription. Je crois que c'est vraiment là que les habitants ont besoin d'avoir un élu local, un élu engagé, un élu déterminé, et je crois que ceux qui se sont égarés par un vote vers Marine Le Pen, ils n'ont pas besoin qu'on les insulte, ils ont besoin de réponses concrètes. C'est ce que fait Philippe avec beaucoup de courage. Il gagnera le 17 et la circonscription sera bien représentée. Voilà, alors mes chers camarades, vous dire le bonheur de vous retrouver ici. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous étions là pour lancer la mobilisation pour notre candidat François Hollande, et vous le savez peut-être, il est aujourd'hui président de la République française. Quel bonheur pour chacun ici. Je pense qu'un autre bonheur nous attend si nous sommes capables de nous mobiliser fortement, c'est celui de lui apporter une grande majorité à l'Assemblée nationale le 17 juin. Il en a besoin pour mettre en place les engagements qu'il a menés. Je voudrais saluer très chaleureusement Jean-Marc Ayrault. Nous étions dans sa belle ville de Nantes il y a quelques jours, déjà main dans la main, ça étonne beaucoup de gens, mais c'est comme cela. Nous avons l'habitude de marcher main dans la main et nous allons continuer. Et d'autant plus que nous admirons beaucoup Nantes ici, mais nous admirons surtout ce qu'a fait le Premier ministre en quelques semaines. Et je voudrais vraiment te dire le bonheur, particulièrement ici dans le Nord, de t'accueillir au lendemain du jour où tu as pris le décret sur la retraite à 60 ans pour les salariés qui ont 40 ans d'annuité, 41 années d'annuité. C'était un des engagements de la campagne. La promesse est tenue. Je pense qu'on ne pouvait pas inaugurer le quinquennat
d'une meilleure manière, parce que c'est à la fois une mesure juste, une mesure qui montre où est le cœur de la pensée des socialistes aujourd'hui et des hommes et des femmes de gauche, une mesure qui marque du sceau de la justice ce que sera le quinquennat de François Hollande. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, des engagements tenus en si peu de temps par Jean-Marc Ayrault et par son gouvernement. La parité d'abord au gouvernement, promesse tenue. Eh oui, et même les hommes maintenant applaudissent au Parti socialiste, ça c'est nouveau, c'est la rénovation, voilà. La baisse de 30% des salaires des ministres, promesse tenue. L'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 25% qui sera d'ailleurs versée dès la fin août, très important ici aussi pour beaucoup de familles. Le plafonnement de 1 à 20 des salaires dans les entreprises publiques, là aussi promesse tenue. L'abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers, promesse tenue. Car pour nous, les étudiants étrangers ne sont pas une charge. Ils seront demain les ambassadeurs de notre pays partout dans le monde. Et puis là aussi, la France est autre chose que cette façon de diviser et de montrer du doigt. Là aussi, prendre cette mesure immédiatement, c'est tout un symbole de la force de l'engagement du Premier ministre et du fait qu'il ne reculera jamais. Il gardera, comme disait François Mitterrand, la nuque raide quand il pense que ce qu'il fait est juste, et cela, c'était juste, mon cher Jean-Marc. Bravo aussi pour avoir fait cela. L'annonce déjà du recrutement des 1000 postes dans l'éducation nationale à la rentrée, mais pour ça, il va falloir le voter au mois de juillet. L'encadrement des loyers, promesse tenue avec le décret Duflot, prélude à la concertation et à une loi. Voilà, en quelques jours, et beaucoup de travail déjà mis en place pour poursuivre derrière, en quelques jours, le changement est en marche grâce à notre gouvernement et je voulais l'en remercier au nom de tous. C'est un changement de politique, mais c'est aussi un changement de méthode. Vous l'avez vu, le gouvernement a lancé dans tous les domaines la concertation, le dialogue, la négociation. C'est notre culture, mais c'est aussi, nous le savons, la condition de la réussite. Fillon, c'était j'écoute, parce qu'il dit toujours avec un ton extrêmement aimable. Ah, ça me permet de voir que c'est bien plein là, bravo, merci. Je disais donc, Fillon, c'était l'écoute sans entendre, et Jean-Marc Ayrault, c'est le dialogue sans attendre dès le premier jour, et c'est cela qui fait que nous sentons que les choses changent. La grande réforme de l'éducation nationale, elle est sur la table, la grande réforme des retraites, la préparation, le Premier ministre nous en parlera tout à l'heure, je n'en dis pas un mot, de la grande rencontre avec les organisations patronales et syndicales pour relancer la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'ensemble des concertations sur le logement, bref, tout est sur la table et je pense que c'est vraiment un changement absolument extraordinaire. De la même manière, le président de la République a reçu les chefs de parti cette semaine pour aller avant d'aller au G20 et à Rio+20 pour les entendre et il s'est engagé à le faire pour tous les sujets importants. Alors, Monsieur Fillon s'en inquiète. C'est vrai que pour lui, dialoguer, concerter, expliquer, évaluer, ce n'est pas des mots qui sont dans son dictionnaire. Il ne l'était pas non plus pour Nicolas Sarkozy, qui préférait sur les retraites voir défiler des millions de personnes devant sa fenêtre à l'Élysée que d'entendre les organisations syndicales ou même l'opposition. L'opposition, elle était d'ailleurs méprisée pendant ces années-là. Elle a déjà été reçue chez le président de la République. Le Parlement, il était au pied. Le Premier ministre, c'était un collaborateur et non pas un chef de gouvernement comme c'est le cas aujourd'hui. Alors oui, nous sommes fiers de ce gouvernement et du Premier ministre qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour lancer la dernière mobilisation finale. Mais je dois dire aussi qu'en quelques semaines, le président de la République a remis la France au cœur du débat international et du débat européen. Qu'avons-nous pas entendu avant sur ce fameux traité Merkel-Sarkozy qui était une obligation, sur François Hollande qui serait isolé lorsqu'il parlerait du retour de la croissance? Eh bien, nous l'avions dit, non seulement nos amis socialistes et sociodémocrates, mais aussi beaucoup de pays, je pense à l'Espagne qui est dans une situation dramatique aujourd'hui, attendaient qu'il y ait quelqu'un, un chef d'État,
qui tapent du poing sur la table et qui disent non, c'est pas possible. Cette austérité qui a plombé la Grèce, qui est en train de plomber l'Italie et l'Espagne, nous n'en voulons pas. Il faut réduire les déficits, mais il faut relancer la croissance et l'emploi. Alors, dès le G8, François Hollande, aux côtés de Barack Obama, n'est pas venu à la télévision pour lui dire « mon cher Barack », comme c'était le cas avant, « mon cher Nicolas », comme nous sommes amis. Non, il a parlé, notre président, avec la force des convictions et le résultat, c'est que pour la première fois, le G8 est sorti avec des conclusions qui mettent la croissance et l'emploi au cœur des priorités des pays industrialisés. De la même manière, on nous avait dit, vous voulez ramener vos troupes d'Afghanistan. Ça fait 2 ans que le Parti socialiste défendait cette thèse et l'avait préparée. Et François Hollande, notre président de la République, l'a défendue. Vous allez gêner nos alliés, vous allez être mis au banc de nos alliés à l'OTAN. Eh bien non, chacun a reconnu qu'une position souveraine de la France pouvait s'expliquer, chacun l'a reconnu et même le commandant en chef des troupes en Afghanistan a dit « je sais que ça ne posera pas de problème de sécurité à ceux qui restent, nous resterons pour aider les populations, pour avoir une action diplomatique, pour aider l'administration afghane à exister et non pas pour mener des troupes militaires qui aujourd'hui n'ont plus aucun rôle et qui malheureusement risquent leur vie. » Là aussi, François Hollande a fait passer la parole de la France qui a été comprise. Et puis, il y a quelques jours, en attendant, là aussi le Premier ministre nous en parlera, je pense, le Conseil européen des 28 et 29 juin, eh bien, le président de la République française a obtenu que la croissance et l'emploi, mais aussi que le sujet des eurobonds qui permettent d'emprunter sur les marchés financiers pour investir en Europe, pour relancer la croissance, soit sur la table lors de ce Conseil européen. Alors, tout n'est pas joué. Madame Merkel est pour l'instant plutôt dans un corner, alors que d'habitude, elle était au cœur du jeu avec Nicolas Sarkozy. Mais rien n'est gagné. Mais les choses avancent. Quand il y a de la détermination, quand au lieu de s'agiter et de faire des coups de menton, comme le faisait le président précédent, nous avons un président de la République qui montre un cap, qui montre la volonté, mais qui en même temps débat en respectant nos partenaires, eh bien les résultats sont là. Il va falloir continuer, mais c'est aujourd'hui autour des propositions de la France que l'Europe s'engage et non pas sur l'austérité comme c'était le cas il y a quelques semaines. Et puis, permettez-moi aussi de dire combien j'ai été heureuse d'entendre notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dire haut et fort que Bachar el-Assad était un assassin, qu'il devait quitter son pays, que la Cour pénale internationale devait être saisie et qu'il fallait renforcer les sanctions. Jamais M. Juppé n'était allé jusque-là. Et j'ai été heureuse de voir que le président de la République française, avec M. Poutine à ses côtés, travaillant pour faire avancer la position de la Russie et de la Chine qui s'opposent aujourd'hui à intervenir fortement contre Bachar el-Assad, eh bien, notre président a dit à côté de M. Poutine, Bachar el-Assad doit partir et il continue ses efforts pour que la France revienne là aussi un acteur majeur de la paix dans notre pays. Voilà donc ce qui se passe. Alors vous allez me dire, tout va très bien. Non, tout ne va pas très bien. Nous savons que la situation est grave, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un cap, nous avons des hommes et des femmes déterminés et nous avons l'envie de mobiliser tout le pays pour s'engager dans ce redressement dans la justice autour du Premier ministre. Les Français sont heureux, peut-être mettre un peu trop, et il faut le leur dire. Oui, l'air est plus léger, mais attendez. Alors, j'ai vu encore des jeunes hier qui me disaient « ça y est, il est parti ». Enfin, ils disent autrement, vous savez comment ils disent. Bon. Et François Hollande est là. J'ai dit oui, mais il y en a encore d'autres qu'il faut faire partir à l'Assemblée nationale. Hein, et il faut encore un coup de collier pour que le Premier ministre puisse faire voter des lois. Le changement, c'est maintenant, mais pour que ça ne soit pas fini, il faut une grande majorité à l'Assemblée nationale. Et là aussi, je crois qu'il faut l'expliquer. Tout le monde ne comprend pas. Certains me disent aussi, mais pourquoi vous n'avez pas fait voter les tranches à 45 et 75%? Pourquoi le Premier ministre l'a pas décidé? Ah ben parce que ça, c'est la loi. Ah, mais il avait qu'à le faire. Ah ben non, il y a une constitution, c'est la loi. Et pour que la loi puisse être votée, il faut une majorité, il faut des députés de gauche. Voilà pourquoi vous devez voter les 10 et les 17 juin. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut le dire et le redire jour après jour pour pouvoir effectivement éviter une démobilisation
Je pense que c'est la seule chose que l'on peut craindre, car la droite, vous l'avez vu, elle est beaucoup plus préoccupée par les ambitions personnelles que par la France. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est l'emploi le matin, l'emploi le midi, l'emploi le soir. Et quant à M. Copé et M. Fillon, c'est moi, l'UMP, l'UMP, l'UMP. Et les Français, pendant ce temps-là, on les oublie. Ils n'ont plus de projet, sauf celui de poursuivre la politique de Nicolas Sarkozy, sans doute en pire, nous le savons. Nous savons que si la majorité leur était favorable, je n'y crois pas, ce serait les 2% d'augmentation de la TVA en octobre, ce serait l'arrêt, enfin le départ de beaucoup de fonctionnaires dans la police, dans l'éducation nationale dès la rentrée, ce serait sans doute un début de privatisation de la sécurité sociale, bref, ça serait la continuité de la politique d'inégalité, y compris sur le plan fiscal. Si nous voulons au contraire que les choses bougent, il faut cette majorité et encore une fois, la droite aujourd'hui, c'est une droite qui est totalement divisée dans ses ambitions personnelles, M. Copé, M. Fillon s'adressant des noms d'oiseaux, M. Juppé se cachant dans le coin en attendant qu'il s'étripe, en se disant peut-être que j'aurai le gros lot quand ça sera terminé. Mais pendant ce temps-là, il ne s'intéresse pas à la France et aux Français. Et je dois dire que j'ai regardé ces derniers jours. Le calendrier est un peu cruel pour la droite. Le 23 mai, pendant que M. Fillon déclarait la guerre à M. Copé dans le Figaro Magazine, dans des mots que je n'ose répéter, le chef de l'État, lui, allait à Bruxelles pour convaincre l'Europe d'agir pour la croissance. Le lendemain, 24 mai, M. Copé répond à M. Fillon. Le Premier ministre, pendant ce temps-là, donne aux Français son calendrier social, annonce les contours de la conférence sociale de juillet et s'engage à signer le décret qui est depuis signé. Le 29 mai, pendant la réunion du club des amis de M. Sarkozy, ça c'est un nouveau club qu'ils ont créé, eh bien pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault, lui, annonce la baisse des rémunérations des patrons le même jour dans les entreprises publiques. Et le président de la République annonce un coup de pouce du SMIC à France 2. Le 31 mai, pendant que M. Juppé rejoignait le bal des prétendants de l'UMP, en disant « Attendez, ne m'oubliez pas, il y a Copé, il y a Fillon, mais je suis là », eh bien, le Premier ministre et le ministre du redressement productif créent une cellule de lutte contre les plans sociaux. Vous voyez quand même la différence, on comprend pourquoi les Français se sentent mieux ces derniers jours. Dans le fond, les uns sont en déroute pendant que les autres suivent leur feuille de route et ça aussi c'est important. Répondre, faire ce que l'on a dit, c'est le début de la réconciliation des Français, de tous les Français avec la politique. Alors ils nous disent, mais je ne vais pas en parler longtemps parce que je pense que vous êtes convaincus, ils nous disent qu'il faudrait une cohabitation. Quand je pense à tout ce qu'ils ont dit sur la cohabitation, c'est à en pleurer. Mais ils nous disent aussi, attention, la gauche va avoir tous les pouvoirs. Quand on sait comment a fonctionné Nicolas Sarkozy, en voulant décider de tout, en traitant son Premier ministre comme de rien, en méprisant, il faut le dire, les corps intermédiaires, en les attaquant dans les derniers jours de campagne, en ne recevant pas les syndicats, en ne les écoutant pas, en n'écoutant pas l'opposition, en méprisant le Parlement, ça nous fait quand même drôle de les entendre dire cela. Mais je crois surtout que les Français ne sont pas du tout... Enfin, ils savent très bien à quoi s'entendre avec eux et je pense qu'ils ne croient pas du tout à ce qu'ils disent. Alors, le dernier argument de la droite, parce qu'ils n'en ont plus beaucoup, ils sont divisés, ils n'ont pas d'autre projet que celui que les Français ont repoussé le 6 mai et ils ne savent d'ailleurs pas quelle stratégie avoir, notamment vis-à-vis du Front National. Et quand je vois que le candidat contre Michel Vauzel dans le Sud, aujourd'hui, a déclaré qu'il préférait voter pour le Front National que pour Michel Vauzel, nous voyons bien que la droite, aujourd'hui, est dans un état même où le gaullisme, on ne le retrouve plus bien évidemment, mais la République, on la cherche assez souvent et c'est vraiment ça le sujet vraiment inquiétant. Alors ils continuent sur leur stratégie de mensonge. Alors dans le Figaro d'hier, je ne pense pas que vous l'avez lu, j'espère que non pour vous, parce que, bon, évidemment, M. Fillon nous donnait des leçons de morale et de gestion. Alors il faut quand même lui rappeler que la première décision qu'il a prise, ça n'a pas été un décret pour la retraite à 60 ans ou l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, c'est un paquet fiscal de 15 milliards avec le bouclier fiscal. Voilà ce qu'il a fait en arrivant au gouvernement, alors qu'il ne nous donne pas de leçons. On ne va quand même pas lui rappeler non plus que la droite a doublé la dette
a eu des records en matière de baisse de l'emploi industriel ou d'augmentation du déficit du commerce extérieur. Non, cela est inutile. Mais quand même, ces leçons de gestion et de morale, je les garderai pour moi si j'avais laissé la France dans l'état où il l'a laissé. Et je pense qu'il ferait mieux de se taire, mais là aussi, c'est sans doute une autre façon de faire de la politique. Nous allons entamer le redressement de la France. Le Premier ministre va en parler. Je n'en dis rien. Je veux simplement vous dire qu'il ne faut pas écouter ce que se passe à droite. Il faut se dire que maintenant la ligne est claire. Le chemin est là pour la France et pour l'Europe. Nous sommes en train de démarrer et nous savons bien que seule une majorité va permettre de faire voter ce que nous attendons, ce que les Français attendent. Une grande loi bancaire qui va séparer les banques de dépôt et les banques de marché qui spéculent. C'est évidemment majeur. La banque publique d'investissement qui va être régionalisée, mon cher Pierre, pour pouvoir aider les PME qui ne sont pas aidées aujourd'hui par les banques. Et elles sont nombreuses ici dans notre région qui ont des projets d'investissement, de création d'emplois qu'elles ne peuvent pas financer. La réforme fiscale, la droite nous dit les impôts cachés, mais c'est quand même hallucinant. François Hollande, dès le Bourget, a annoncé absolument sa réforme fiscale, a même mis dans l'annexe de son projet le changement, exactement ce qu'il ferait, et faire en sorte qu'effectivement les revenus du capital payent les mêmes impôts que les revenus du travail, que l'on touche les privilégiés, les hauts patrimoines, que les petites entreprises payent moins d'impôts que les grandes. Et M. Fillon, toujours lui, ose nous dire « vous voulez toucher les classes populaires et moyennes ». Non, M. Fillon, elles ont été taxées par vous, elles ont été abîmées, elles n'ont rien à craindre de Jean-Marc Ayrault et de son gouvernement, qui au contraire vont leur permettre à nouveau de reprendre un autre chemin dans leur vie. Et puis, il nous faut cette majorité. Parce que vous savez, avant que la croissance ne revienne, même si tout est fait pour la rebooster au plan français et européen, il faut les contrats de génération, il faut les contrats d'avenir, 100 000 dès la première année, autant de jeunes, autant de familles qui reprennent confiance. Pour cela, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas en dire plus, je vais en terminer en vous disant que nous parlons beaucoup du redressement parce que les Français sont inquiets. Nous parlons de la justice parce que c'est nous. Nous ne pouvons pas gouverner sans la justice. Mais n'oublions pas les grandes réformes de société que nous voulons faire. Car la droite voulait nous faire croire qu'on ne pourrait plus avancer positivement. Eh bien, quand on parle de la parité, quand on parle de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, engagement qui sera réalisé, de la sécurité sociale professionnelle, du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels, du droit de vote des étrangers aux élections municipales, eh bien oui, le progrès est à nouveau possible. Ce beau mot qui veut dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, voilà ce que nous faisons derrière notre gouvernement et notre Premier ministre. Voilà, mes chers amis, nous n'avons rien à craindre sauf la démobilisation. Nous avons tout à gagner si nous réexpliquons aux Français l'enjeu de ces élections législatives. Les Français veulent vivre mieux. Ils veulent que notre pays utilise ses atouts pour se redresser. Mais ils veulent aussi, et je suis frappée, moi qui ne fais campagne que dans des quartiers populaires ou dans des zones rurales qui sont souvent loin de tout, de voir que les Français, quels qu'ils soient, même s'ils souffrent beaucoup, s'ils nous disent que la fin de mois commence le 15, qu'ils sont inquiets pour leur enfant qui est en échec scolaire ou est au chômage en étant diplômé, qu'ils ne savent pas comment payer leur loyer. Ils nous parlent de tout cela, mais ils nous parlent aussi de la France. Et ils ont envie de retrouver la France qui défend ses valeurs en dehors de ses frontières. Et pour cela, il faut d'abord les pratiquer chez soi. Ils ont envie que plus jamais la France ne traîne quand des pays comme la Tunisie l'a fait l'année dernière. La Tunisie se lève et où la France hésite à aller la soutenir. Ils veulent une France qui défend les libertés, les droits de l'homme, la paix. Et ils sont fiers de voir les premiers pas du président de la République et du Premier ministre. Alors, 10 jours pour donner une majorité à François Hollande, la plus forte, la plus cohérente qui soit. 10 jours, 3 jours pour le premier tour. Le premier tour, c'est important, hein. N'oubliez pas qu'il faut qu'on soit au second. Voilà. Et 10 jours pour donner effectivement cette majorité qui permettra à la France de faire en sorte que cet espoir qui se lève devienne une réalité pour tous. Voilà, vive la République, vive la France. Bravo Jean-Marc, merci d'être là.
Chers amis, le Nord accueille notre Premier ministre, celui de François Hollande, chef du gouvernement, celui qui est à la tête de cette majorité présidentielle avec François Hollande. Oui, donnons une majorité au changement et accueillons Jean-Marc Ayrault. Oui, chers amis, tous ensemble, socialistes. Oui, c'est bien ce qui nous rassemble ce soir. Merci, chère Martine, merci de ton accueil. Et je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être là ce soir à nouveau. Mais la dernière fois que je suis venu, je n'ai pas parlé. C'était Martine qui accueillait notre candidat qui est devenu président de la République, François Hollande. J'ai gardé un bon souvenir de ce meeting, de la chaleur lilloise, de cette fraternité que vous savez faire vivre et que nous avons partagée avec vous. Mais aujourd'hui, c'est une autre étape qui nous rassemble. C'est celle des élections législatives. Et je voudrais vous remercier, vous les militants, les sympathisants, tous ceux qui ont participé aux primaires et qui, depuis des mois et des mois maintenant, font campagne et qui le font avec enthousiasme, avec endurance, avec constance. Merci. Le 6 mai s'est exprimé une attente de changement très forte. Ça faisait si longtemps que nous attendions l'élection d'un président de la République de gauche, un président socialiste. Évidemment, nous ne pouvons pas ne pas penser à 1981, tout le monde le fait, à l'élection de François Mitterrand. Mais je voudrais ce soir aussi penser à l'un de mes prédécesseurs, le Premier ministre de François Mitterrand, et lui rendre un grand et chaleureux hommage, je veux dire Père Mauroy. Chère Martine, encore merci de m'accueillir ici à Lille, dans ta ville, cette ville dont tu me parles si souvent, avec tant de passion, de conviction, cette ville qui t'a confié son destin, cette ville chaleureuse et qui te le rend bien. Merci Martine. Nous étions ensemble, en effet, à Nantes la semaine dernière. Ce soir, c'est donc Lille. La semaine prochaine, ce sera Paris, entre les deux tours de l'élection législative. Et cette campagne, nous l'avons conduite ensemble, parce que c'est notre volonté, sans hésiter, parce que, comme premier secrétaire du Parti socialiste, et moi, maintenant Premier ministre, mais avant j'étais le président du groupe à l'Assemblée nationale, nous avons toujours travaillé ensemble, parce que nous mettons au-dessus de tout le rassemblement, l'unité, parce que nous avons une certaine conception de la politique. C'est au fond de créer la confiance. Et la confiance, ça commence par l'exemple que l'on donne nous-mêmes, de passer au-dessus de nos tempéraments, de nos histoires, de nos parcours, pour que ceux qui nous regardent se disent « oui, ceux-là, on peut leur faire confiance, parce que s'ils arrivent au pouvoir, ils tiendront leurs engagements ». Nous croyons aux valeurs de la gauche et notre responsabilité, c'est de porter l'espoir des Français pour plus de justice, pour une vie meilleure. Et les victoires des 10 et 17 juin sera celle de tous ceux qui ont renoué avec l'espérance. Vous l'avez compris, c'est cette victoire que je suis venu à travers vous demander aux Françaises et aux Français. Vous allez me dire que vous avez fait déjà du bon travail, que vous avez fait partir Nicolas Sarkozy et que c'est une très bonne chose. Eh bien oui, je vous l'accorde, c'est vrai.
Vous allez me dire que vous avez élu François Hollande et que c'est déjà une excellente chose. Eh bien oui, c'est vrai d'avoir François Hollande comme président de la République. Puis nous avons aussi un gouvernement, et je salue mes ministres qui sont là, Frédéric Cuvillier et François Lamy. Je les remercie pour le travail qu'ils ont déjà commencé avec tout le gouvernement qui, sans attendre, s'est mis au service des Français. Je voudrais aussi profiter de cet instant pour remercier tous ceux qui, Gilles, autour de toi, vous accompagnent, qui mènent campagne. Les élus, bien sûr, socialistes, mes amis parlementaires, et puis beaucoup d'autres, les candidats et candidates qui nous rejoindront dans quelque temps à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais saluer nos amis du Parti radical de gauche, du mouvement républicain et citoyen, et aussi des écologistes. Dans les circonscriptions, nous avons des candidatures communes. Oui, je voudrais remercier la belle campagne que mène le Parti socialiste autour de Martine Aubry. Merci Harlem Désir, merci Guillaume Bachelet. Car c'est vous qui organisez la campagne pour continuer à mobiliser. Oui, je suis venu vous demander encore un effort. Vous avez si bien commencé. C'est pour donner au président de la République les moyens de respecter ses engagements. Pour ça, il faut lui donner une majorité large, une majorité franche, une majorité cohérente, une majorité solidaire pour gouverner notre pays. Ce matin, j'étais en Seine-et-Marne, soutenir des candidats et des candidates. Ensuite, je suis allé dans l'Oise. Avant de me rendre à Lille, j'ai fait une escale dans la circonscription d'Hénin-Beaumont pour apporter tout mon soutien à Philippe Kemel et vous dire que là aussi, Philippe Kemel est le seul candidat 100% majorité présidentielle. Moi, je n'aime pas la stigmatisation des gens, des électeurs. Il faut les respecter. Ils peuvent faire d'autres choix que les nôtres, parfois s'en éloigner beaucoup. Mais la politique, ce n'est pas un combat de boxe, c'est quelque chose de sérieux, de respectueux. On a nos convictions, on se bat sans complaisance, sans concession. Mais il s'agit de respecter d'abord les citoyennes et les citoyens et de tout faire avec notre énergie, notre cœur, nos convictions, de les convaincre que le changement en France aujourd'hui est possible. Il est souhaitable, mais il est possible. Oui, je disais que ce qui est important, c'est d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale qui resteront fidèles aussi aux électeurs et qui reviendront sur le terrain. Bien sûr, vous allez me dire, un député, il doit être à l'Assemblée nationale pour voter la loi, pour contrôler l'action du gouvernement. Oui, et en même temps, il doit être en étroite relation avec ses électeurs. Il ne vient pas uniquement pour se faire une promotion et être uniquement dans les médias. Il faut que les Français les connaissent. Et moi, je suis allé, il y a 5 ans, dans cette circonscription d'Hénin-Beaumont. J'étais à l'époque allé soutenir Albert Facon. Et c'était la même candidate en face. Mais j'ai vu effectivement la souffrance, j'ai vu l'attente sociale, j'ai vu la désespérance, j'ai vu le doute par rapport à l'action politique. Et j'ai vu aussi l'exigence d'exemplarité. Oui, Philippe Kemel incarne ça, mais j'ai vu aussi le travail de terrain des élus. Je suis allé à Métal Europe. Je sais quelle est la souffrance des travailleurs, les maladies professionnelles, je pense à l'amiante, et nous allons, avec tous ceux qui en sont les victimes, justement manifester. Marisol Touraine s'exprimera aujourd'hui ou demain pour dire qu'effectivement, la justice à l'égard de tous ces travailleurs sera en rendez-vous. Mais j'ai vu aussi là-bas, à Métal Europe, tout le travail de revitalisation économique, de réinvestissement, pour reconstruire, recréer de l'emploi. Et ça, c'est un travail dont on ne parle pas assez, mais que quand je visite les différentes régions de France, en particulier maintenant, je vois partout, ici comme à Lille,
et comme dans toutes les régions de France où dirigent les socialistes, dans les régions, dans les départements, dans les grandes villes comme dans les villes moyennes ou les territoires ruraux, là où nous sommes en responsabilité, nous montrons le chemin que le redressement de la France est possible. Oui, chers amis, c'est bien notre mission de réussir le redressement de la France. Alors c'est vrai que dans nos institutions, c'est parfois peut-être compliqué, nous nous prononçons en deux temps. La France dit, et les Français disent d'abord à un homme ou à une femme, à travers l'élection présidentielle, oui, c'est vous, et c'est votre projet qui est le meilleur pour le pays. Et puis ensuite, dans un second temps, le temps des législatives, les Français disent à celui qui a été élu président de la République, réalisez votre projet. Alors mes chers amis, il y a encore du travail à faire. Allez convaincre vos proches, vos voisins, vos collègues de travail. Allez les convaincre, pour ceux qui hésitent encore, de ne pas nous mettre dans une situation incohérente, de ne pas nous dire d'abord « oui, ceci est le meilleur projet » et ensuite « non, ne le réalisez pas ». Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans le bon sens, dans le sens politique des Françaises et des Français, dans leur sens de la cohérence. Et ils ont pris cette élection présidentielle au sérieux. Plus de 80% des Françaises et des Français sont venus pour voter à l'élection présidentielle. La France est un vieux peuple politique. Quand il se déplace, c'est pour quelque chose. Eh bien, le 6 mai, il s'est déplacé. Je leur dis, allez, encore un effort pour que nous puissions ensemble réussir le changement et redresser le pays dans la justice. Parce que, ne vous faites aucune illusion, ce seraient les mêmes hommes et mêmes femmes qui reviendraient, les mêmes hommes et mêmes femmes qui feraient les mêmes choses, qui poursuivraient la même politique, plus de cadeaux fiscaux pour les uns, moins de protection sociale pour les autres, moins de retraites, plus de taxes aussi pour les classes moyennes et les classes populaires. Martine parlait du bouclier fiscal, mais enfin, n'ayons pas la mémoire courte. Il y a là 5 ans exactement, à quelques jours près, après l'élection présidentielle, il y a eu cette nouvelle majorité de droite, UMP. Qu'ont-ils fait? Ils ont commencé par voter le bouclier fiscal. Ah, n'oublions pas ce qu'ils ont fait et qui contre la France. Ils ont affaibli le pays, ils ont aggravé les inégalités, ils ont abaissé la fonction présidentielle. Alors, n'ayons pas la mémoire courte. Oui, c'est aussi ce que je voulais vous dire ce soir, parce que la droite, au fond, c'est le pouvoir qui les intéresse. Le pouvoir d'abord. Et justement, ce pouvoir leur échappe. Alors ils disent, oui, mais on ne veut pas confier tous les pouvoirs à la gauche. Ils pensent, ils nous parlent d'équilibre des pouvoirs. Mais dans la réalité, ce qu'ils ont en tête, et ce serait extrêmement grave dans cette situation difficile que rencontre notre pays et l'Europe, ça serait l'empêchement, ça serait le blocage institutionnel, l'impossibilité pour François Hollande de réussir le changement. Eh bien, nous disons non. Mais écoutez quand même ce que dit la droite. La droite avec ses arguments insidieusement distillés. Écoutez-les bien. C'est ceux qui n'avaient pas de mots assez louangeurs pour vanter les qualités de leur chef. Les voilà, les mêmes, qui prennent déjà leur distance. C'est l'anti-sarkozysme qui serait le seul responsable de la défaite de la droite et le rejet du président sortant. Mais débarrassés de Nicolas Sarkozy, alors tout serait possible pour eux. Et avec devant tant de cynisme, j'en viens même à me demander quel est celui qui, parmi eux, le premier, en viendra à dire merci à notre place aux Françaises et aux Français de les avoir débarrassés de ce poids. Ça va venir. Mais je vous disais que je revenais de Seine-et-Marne et de l'Oise. Lundi, j'étais en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. La semaine dernière, j'étais aussi en Charente-Maritime, j'étais aussi dans mon département, à Nantes. Et qu'est-ce que je observe en regardant les professions de foi, les affiches des candidats du UMP? Je cherche UMP et je ne trouve jamais UMP. Ils l'ont caché. Non, ils sont candidats divers droites, divers centres, divers ceci, divers cela, droite populaire comme ce matin, mais non, UMP, non. C'est tellement difficile à porter. Ne nous laissons pas berner. Mais surtout, rappelons-nous, le jour où les derniers chiffres du chômage viennent de tomber, ce qu'est leur héritage, je leur demande un peu de décence.
Mon prédécesseur à Matignon a commencé à nous faire la leçon. Mais que nous laisse-t-il en héritage, si ce n'est la dette, si ce n'est les déficits, si c'est 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, si c'est 10% de chômage et de précarité supplémentaire, d'inégalité sociale, de 70 milliards de déficit du commerce extérieur. Et oui, et puis ces députés sortants. Vous allez les battre, mes chers amis, candidates et candidats, parce qu'ils veulent faire oublier que leur dernier vote à l'Assemblée nationale, c'était la diminution de l'impôt sur la fortune, c'est 2 milliards en moins dans les caisses de l'État. Voilà ce qu'ils vous ont laissé en héritage. Et puis enfin, là aussi, ils ne vous ont pas vous en parlé dans les circonscriptions, les députés sortants de l'UMP. C'est la hausse de la TVA pour le 1er octobre prochain. Et s'il n'y avait pas de nouvelle majorité à gauche, eh bien cette hausse de la TVA s'appliquerait. Eh bien ça, les Français ne le veulent pas, tout simplement. Alors, bon, c'est vrai que je reconnais que la droite n'ose plus parler de cohabitation, de peur d'effrayer, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui veulent la stabilité. Alors elle parie sur l'abstention des populations souvent les plus modestes, celles qui ont le plus souffert de leur politique et qui pensent que l'essentiel est fait, et puis en même temps en essayant de remobiliser sur des artifices, des faux débats, les électeurs de la droite. Et donc c'est à nous de rappeler ce que signifierait une cohabitation. Ce serait l'impossibilité pour le président de la République de peser en faveur d'une réorientation nécessaire de la politique européenne pour plus de croissance et de tourner le dos et la page de cette austérité absolue qui nous conduit dans le mur. Une cohabitation, ce serait donc l'affaiblissement de la voix de la France. Et face à ces politiques d'austérité, je le dis à tous nos partenaires, nous les respectons, mais nous devons tout mettre sur la table, comme l'a fait François Hollande. Et nous allons continuer à le faire, les points d'accord et de désaccord, pour repartir de l'avant, pour que, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, ça ne soit plus les marchés financiers qui dictent la conduite des gouvernements démocratiques. Parce que si on se donnait des outils, si on se donnait les moyens d'intervention, l'Espagne qui essaie de s'en sortir, même si c'est un gouvernement conservateur, voit bien qu'elle arrive au bout de ses possibilités. Elle emprunte sur les marchés financiers à plus de 6%. Même en mettant en place un plan d'austérité, elle ne peut pas s'en sortir. Alors que si on avait des systèmes de maîtrise des marchés financiers, on pourrait emprunter à bateau à 1%, 1,5%. Et alors la croissance repartirait et la confiance renaîtrait. Et enfin, je peux continuer. Une cohabitation, ce serait le retour au cumul des mandats entre les fonctions de ministre et de dirigeant d'un exécutif local auquel nous venons de mettre fin. Une cohabitation, ce serait surtout l'application du programme de la droite, je viens de vous en parler, l'augmentation de la TVA, par exemple. Alors notre force, nous la démontrons encore ce soir, c'est le rassemblement. Nous n'opposerons pas, nous, à travers notre engagement, la France des villes et la France des campagnes. Nous n'opposerons pas les salariés du privé et ceux du public. Nous n'organiserons ni le face-à-face des origines, ni la concurrence des histoires, ni la stigmatisation d'une religion. Nous ne jouerons pas non plus le peuple contre les élites. Nous ne montrerons pas les citoyens contre les médias. Les fonctionnaires seront respectés. Les corps intermédiaires, je pense aux partenaires sociaux, seront respectés. Le monde associatif, celui de l'éducation populaire, ces millions et millions de Français engagés seront respectés comme tous les citoyens. Les Français sont fatigués, et ils me le disent, de cette tension permanente que le précédent pouvoir a installée dans notre pays. Les oppositions qui conduisent au chacun pour soi, où on considère l'autre comme un concurrent, parfois un adversaire. Oui, après le discours de Grenoble, où l'ancien président de la République a voulu opposer les Français selon leurs origines nationales, ou leur religion, ou leur quartier, ou leur nom, eh bien moi je le dis ici à Lille, pour nous, il n'y a que des enfants de la République, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs.
Chers amis, vous le savez, et Martine Aubry l'a rappelé, un grand nombre de mesures que nous venons de prendre seront inspirées, ou que nous allons prendre seront inspirées de cet esprit de respect mutuel, d'unité du pays autour de ses valeurs. Et parmi ces valeurs et ces mesures, il y a le contrat de génération. Il aura pour principe de rendre solidaire l'embauche des jeunes dans les entreprises et le maintien des seniors dans l'emploi. Les emplois d'avenir, cette politique de l'emploi, au-delà des emplois créés ou sauvegardés, c'est de tisser des liens étroits aussi entre les générations. Et grâce à ces liens, chacun reconnaîtra la nécessité absolue de l'existence de l'autre. C'est ce qu'on appelle la solidarité, cet autre mot que l'on a voulu galvauder et disqualifier en parlant sans cesse d'assistanat. Eh bien nous, c'est la justice qui nous anime et rien d'autre. Et c'est vrai qu'il y a trop d'indécence dans notre société. Et peut-être que certains, ça les dérange. Mais l'exemplarité dont je parlais tout à l'heure, que nous nous sommes appliqués à nous-mêmes et que nous devons toujours nous appliquer du plus modeste conseiller municipal jusqu'au chef de l'État, si on veut que les Français aient confiance dans les représentants de l'action publique. Eh bien, il faut aussi que les dirigeants des entreprises publiques, mais les autres aussi, mais d'abord ceux qui dépendent de l'État, actionnaires, eh bien, il faut que leur rémunération soit plafonnée au maximum à 20 fois la rémunération minimale dans l'entreprise. Ce projet de loi sera présenté la semaine prochaine au Conseil des ministres. Et ce principe de décence, il vaut aussi pour les parachutes dorés, il vaut pour les retraites chapeaux, il vaut pour les stocks options, à part les entreprises émergentes qui ne servent à rien. Car ce qu'il faut récompenser, c'est d'abord le travail, l'effort, le mérite. Voilà notre conception de la justice. Nos candidats et candidates, ceux du Parti socialiste et ceux de nos alliés, mais surtout ceux du Parti socialiste, chère Martine, représentent la diversité du pays, de ses parcours personnels différents des uns des autres. Ils sont l'image vivante de notre pays. Cette image, vous le savez, elle est bien différente de celle que donnent les candidats de la droite, qui n'a même pas eu le souci de respecter la loi, c'est-à-dire de présenter aux législatives autant d'hommes que de femmes. Et c'est ce qu'a fait le Parti socialiste. Et si le Parti socialiste l'a fait, c'est parce qu'un important travail de rénovation, approuvé par le vote des adhérents du Parti socialiste, a été engagé. Et nous te devons, Martine, ce chantier de la rénovation. Tu l'as conduit à bien. Alors voilà, le 15 mai, le président de la République, en me faisant l'honneur de me nommer chef du gouvernement, m'a donné une feuille de route. Et ma feuille de route, elle est simple. C'est celle de l'engagement qu'il a pris devant les Français. C'est 60 propositions. C'est la feuille de route de tout le gouvernement. Oui, la feuille de route pour réussir le redressement dans la justice, de réorienter l'Europe dans le sens de la croissance et du progrès social. Alors c'est vrai que ça passe par des priorités. D'abord, je le dis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté malgré les mensonges que racontent ceux qui viennent de perdre le pouvoir présidentiel. Oui, nous allons aller vers la maîtrise des comptes publics en 2017 et nous commencerons dès 2013 pour entrer dans les 3% de déficit. C'est l'engagement qui a été pris par le président de la République, c'est la feuille de route du gouvernement et c'est dans la préparation budgétaire que nous allons travailler dans cette direction. Mais en même temps, nous savons bien que ça ne suffira pas, qu'il faut lancer le pacte productif, la politique industrielle, celle qui permettra de relancer la croissance, parce que sans croissance, on ne réussira pas. Et puis en même temps, si on veut réussir le redressement, c'est tout notre système éducatif qu'il faut reconstruire, parce qu'on a détruit 80 000 postes, on a démoralisé tous ceux qui sont chargés de la formation de la jeunesse, on a porté atteinte à la dignité des jeunes générations. Ce qui a été fait depuis 5 ans, et même un peu plus, mais surtout depuis 5 ans, c'est une double faute. C'est une faute contre la jeunesse. Nous n'acceptons pas, nous, que 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification, ni formation, ni diplôme. Et donc c'est une faute contre ces jeunes qui n'aspirent qu'à une chose, c'est réussir leur vie. Un parcours qui les conduira vers la maîtrise de leur destin, de l'accès à la citoyenneté. Mais c'est aussi une faute, et c'est la deuxième faute,
c'est une faute contre la nation tout entière, parce qu'une nation qui prépare son avenir, c'est une nation qui met l'argent nécessaire dans l'investissement, dans l'éducation. C'est ce que nous ferons. Et puis, dans la feuille de route, il y a aussi la réforme fiscale, nécessaire à la fois pour l'efficacité de notre politique économique et notre croissance, mais aussi pour la justice, pour que ceux qui ont le plus contribuent le plus, pour que les classes populaires et les classes moyennes ne soient pas toujours celles qui reçoivent la facture. Oui, c'est la grande réforme que nous allons commencer à l'automne prochain. Et nous avons aussi un vaste chantier qui est celui de réussir la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique. Et là aussi, c'est un facteur de croissance. C'est un facteur de création de centaines de millions d'emplois en France et de millions d'emplois en Europe si nous nous en donnons les moyens. Mais pour réussir, il faut aussi une réforme de l'État. La réforme dont Maryse Lebranchu, ministre, a la charge. C'est-à-dire un État stratège, un État qui se concentre sur ses missions et qui les fait bien, mais en même temps qui respecte sa fonction publique, qui honore ses fonctionnaires et qui en même temps défend ses services publics. Et en même temps, si on veut réussir le redressement, en nous appuyant sur l'expérience qui est la nôtre dans les territoires, c'est engager une nouvelle étape de la décentralisation pour que nos régions, nos départements, nos villes puissent avoir des responsabilités nouvelles en matière économique ou en matière de formation. C'est comme ça que nous réussirons. Mais ça, c'est la stratégie. Ça, ce sont les priorités. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est le cap. Mais il y a aussi la méthode, mes chers amis. Et la méthode, c'est de faire vivre pleinement la démocratie à tous les niveaux de la société. La démocratie parlementaire d'abord. Je l'ai dit à nos amis sénateurs, aujourd'hui majoritaires, mardi dernier, qu'on ne ferait rien sans consulter le Parlement, l'associer en amont aux décisions. Parce que les bonnes lois, ce sont les lois qui sont bien préparées. Ce n'est pas une loi après chaque événement, après chaque émotion. C'est la loi pour laquelle on se donne du temps, pour laquelle on se donne le temps de la concertation, de la consultation, de la coproduction. Oui, mes chers amis, futurs parlementaires, et les députés sortants le savent, moi qui suis issu du Parlement, je respecterai, parce que c'est l'intérêt de la France, la qualité du travail parlementaire. Et puis, j'ai parlé de la démocratie territoriale déjà. Elle est vivante, elle est riche, mais sans oublier la démocratie citoyenne. J'ai parlé de ces millions et millions de Français qui se sont sentis blessés lorsque le candidat sortant a stigmatisé les corps intermédiaires. Alors bien sûr, il y avait les partenaires sociaux qui se sont sentis mis en cause, mais il y avait aussi tout ce mouvement associatif sans lesquels nos politiques publiques, le lien social, la solidarité seraient beaucoup plus difficiles à faire vivre. Donc je voudrais ce soir leur rendre hommage à tous ces militants et toutes ces militantes. Ils auront leur place aussi. Et enfin, Martine l'évoquait, la démocratie sociale. Comment voulez-vous réformer le pays si on ne met pas autour de la table les partenaires sociaux? Nous avons commencé à le faire. Pour préparer, et ça s'est fait dans un esprit, je dirais, constructif. Je ne dis pas que tout le monde sera d'accord, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sensibilités différentes. C'est comme ça, c'est la diversité, les sensibilités syndicales, salariées, patronales. Mais j'ai senti comme une envie de débattre, de discuter, de négocier, pour que les choses changent en profondeur dans notre pays. Donc nous commencerons le cycle en juillet prochain, ouvert par le président de la République, et que je conduirai au Palais d'Iéna, qui n'est pas un hasard, c'est le lieu du Conseil économique et social, où nous tiendrons pendant 2 jours la première conférence sociale, où par atelier nous engagerons les chantiers du quinquennat. D'abord l'emploi. J'ai parlé de contrat de génération, ça fera partie évidemment de ce premier chantier. Je pense aussi à la formation, formation professionnelle, formation tout au long de la vie, formation des chômeurs. Oui, parcours et sécurisation des parcours professionnels, ça sera à l'ordre du jour. Et puis le deuxième chantier, c'est celui du pouvoir d'achat, de l'évolution des carrières. Ce n'est pas que la question du SMIC pour lequel il y aura un coup de pouce, nous l'avons dit, le président s'y est engagé, mais c'est aussi toute la chaîne des salaires dont laquelle il faut discuter. Rendez-vous compte qu'il y a même dans certaines branches des salaires inférieurs au SMIC, et ça concerne aussi la fonction publique, qui fera l'objet d'un autre chantier, d'un autre atelier qui sera ouvert, l'avenir des services publics, la place des fonctionnaires dans notre pays. Et puis, les conditions de vie au travail. Oui, parce que pour beaucoup de salariés, des fois, les choses sont dures.
Il y a la santé au travail, je l'évoquais tout à l'heure, mais les conditions, le stress. Et puis, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité professionnelle. Et d'abord les salaires. Pourquoi les femmes seraient-elles payées toujours moins que les hommes à compétences et travail égal? Alors vous voyez bien la conséquence. C'est au moment de la retraite que ça se paye une deuxième fois. C'est comme une double peine. Alors moi je le dis aux représentants du patronat comme des syndicats, il y a déjà des lois qui ont été votées et ces lois ne sont pas respectées. Donc je demanderai aux partenaires sociaux de se fixer un agenda, un objectif dans le temps pour obtenir des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, alors nous reverrons les conditions d'aide aux entreprises, notamment les exonérations. Ça sera donnant-donnant. Voilà les chantiers, voilà les priorités, voilà la méthode. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune raison pour que la vie d'une nation, ce soit l'éternel enrichissement des plus riches, l'éternel appauvrissement des classes moyennes et des classes populaires. C'est ce qu'a dit François Hollande pendant toute sa campagne. C'est ça le redressement dans la justice. Parce qu'il y a trop d'injustice. Et ce qui est injuste pour nous, c'est qu'un homme se retrouve à 55 ans de chômage à cause d'actionnaires trop avides de profit. Ce qui est injuste, selon nous, c'est que les policiers soient dans les arrondissements les plus huppés et pas là où leur présence est nécessaire et attendue pour la sécurité des Français. Ce qui est injuste pour nous, c'est que dans certains territoires, l'offre de soins soit exclusivement confiée au privé et que les honoraires soient systématiquement dépassés et que la carte bancaire remplace l'ordonnance. Ce qui est injuste pour nous, c'est de voir des femmes et des hommes, je l'ai encore vu ce matin, dans le RER B, faire plusieurs heures de transport quotidien pour conserver un emploi précaire. Ce qui est injuste pour nous, c'est que les salariés qui ont eu la vie professionnelle la plus longue, la plus pénible, pour une espérance de vie la plus courte, paient les retraites des autres. Eh bien, cette majorité parlementaire que nous demandons pour l'Assemblée nationale, puisque le Sénat s'est déjà fait, eh bien, c'est pour permettre de transformer la France selon cette hiérarchie des valeurs dont je vous parle, et je vous parle, et je vous parle, et je vous reparle, qui porte un nom, c'est la justice. Oui, le changement a commencé. On nous avait dit, le G8, le président n'y arrivera pas. Trop de partenaires, trop de résistance. Il n'arrivera pas à imposer l'idée de la nécessité de la croissance. Eh bien, vous l'avez vu, il l'a fait au G8. On nous avait dit, l'OTAN, il n'y arrivera pas. Nous allons nous mettre nos alliés à dos. Ça va provoquer une crise, et même avec M. Obama. Eh bien, il avait dit pendant la campagne qu'il organiserait le retrait des troupes d'Afghanistan. Eh bien, il l'a dit et il le fait. En peu de temps, de Berlin à Washington et à Chicago et puis à Kaboul, le président de la République a remis la France au centre des enjeux internationaux. La parole de la France est à nouveau entendue et respectée. Non pas que nous voulons faire preuve d'arrogance ou de je ne sais quel esprit de suffisance. Non, mais parce que la France est attendue, parce que la France représente des valeurs politiques et humanistes, parce que la France c'est aussi la culture, c'est aussi une langue, parce que la France pèse plus que son PIB et nous sommes en train de le montrer à nouveau. Alors, je le redis encore, nous n'avons pas perdu de temps, je pense, en comparant avec les gouvernements précédents. C'est sans doute le gouvernement qui a fait le plus avant l'élection législative, entre la présidentielle et la législative. Mais évidemment, dans les limites de ce que la Constitution nous impose démocratiquement. C'est la baisse du salaire des ministres, c'est celle du président, du Premier ministre, c'est l'augmentation de 25%, Martine l'a dit, de l'allocation de rentrée scolaire, c'est la réduction dans l'écart salarial dans les entreprises, je viens d'en parler, publiques, c'est le retour à la retraite à 60 ans, pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est l'encadrement des loyers, c'est la circulaire Guéant, enfin bref, et puis quelques autres mesures aussi. J'ai parlé de l'amiante, ça sera décidé aussi. Mais pour le reste, et il reste tant à faire. D'abord, redresser l'économie pour lutter contre le chômage. Et pour ça, nous avons besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter vite une loi
qui offre à nos petites et moyennes entreprises les moyens de leur développement, de l'innovation, mais en favorisant leur accès au crédit grâce à la Banque publique d'investissement. Le Conseil des ministres d'hier en a décidé le principe. C'est un gros travail, mais l'objectif, c'est de terminer sa mise en place avant la fin de l'année. Nous avons besoin d'une majorité pour voter une loi qui permette à un repreneur d'obtenir la cession d'une entreprise bénéficiaire que l'on ferme pour augmenter ses profits. Nous avons besoin pour ça, rapidement, l'été prochain, d'une majorité pour faire voter cette loi. Comme nous avons besoin d'une majorité, je parle là toujours de l'emploi, de l'investissement, d'une loi qui distingue la fiscalité des très grosses entreprises, des petites et moyennes et des très petites entreprises. Nous avons besoin aussi d'une majorité pour voter une loi qui valorise le travail en imposant au même taux les revenus du capital. Oui, nous avons besoin d'une majorité. D'une majorité, mes chers amis, vous l'avez compris. Vous avez compris, mon message, il est clair. Je ne vais pas vous le répéter encore toute la soirée, puis le temps passe. Et puis nous avons fait tellement de réunions que je voudrais arriver même à ma conclusion, mais pour vous dire une conviction. Je suis socialiste, comme ceux qui sont ici, ou même s'ils n'appartiennent pas au Parti socialiste. Et toute ma vie, je me suis battu pour refuser toute forme de résignation et de fatalité à l'injustice. Comme Martine Aubry et comme beaucoup d'autres ici, nos plus anciens, comme ceux qui nous ont rejoints, je pense à tous ces jeunes, qui veulent justement que la société change en profondeur, qu'on ait confiance, qu'on y trouve sa place, qu'on soit fier. Moi, je me suis toujours battu pour le progrès social. Je me suis toujours battu aussi, et je me bats encore davantage, contre toute l'exploitation, je dirais, de nos ressources naturelles, parce que ce sont aussi des questions nouvelles qui se posent. Au plan local, nous le faisons. Eh bien, au plan de la France, je veux le faire aussi avec le gouvernement et la majorité parlementaire. Moi, je suis de Nantes. Je ne suis pas né à Nantes. Je suis comme Martine Aubry, qui n'est pas né à Lille, comme François Hollande, qui n'est pas né en Corrèze. Mais nous sommes toujours de quelque part, nous nous s'enracinons quelque part, et nous nous imprégnons de la culture de ces territoires où nous nous sommes installés, où nous travaillons, d'où naît aussi la confiance et une sorte de passion, quelque chose qui traverse au fond nos sentiments et qui fait que nous nous sentons de quelque part. Parce que la France est un grand pays avec sa diversité, avec ses origines, ses territoires. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus fort que nous. C'est que nous appartenons à une nation qui, quand elle est capable de se transcender, c'est-à-dire d'aller au plus profond d'elle-même, rechercher ce qui fait son histoire, ce qui fait sa force, c'est-à-dire toutes les valeurs de la République, j'en parlais tout à l'heure, qui ont fait le tour du monde, alors oui, nous nous sentons tous Français appartenant à la nation et à la République. Moi, je suis, je vous l'ai dit, nantais, et il y a un grand homme politique qui est né à Nantes. Il s'appelle Aristide Briand, dont on parle moins que Jaurès, qu'on parle moins que Clémenceau. Mais si je le cite, c'est parce qu'il est l'auteur, ou plutôt le rapporteur d'une loi à l'Assemblée nationale. Jeune député élu, on lui avait confié une mission, rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire ce qui fait l'unité de la France autour du principe de laïcité. Alors j'ai lu et relu l'histoire d'Aristide Briand. C'était une histoire c'est une histoire passionnante. Il n'a d'ailleurs pas écrit de biographie. Un ami m'a offert il y a quelque temps un livre qui est l'autobiographie, la fausse autobiographie écrite par un grand écrivain qui s'appelle Vercors, que tout le monde connaît, dont on lit les textes dès l'école primaire et qui raconte au fond tous les combats d'Aristide Briand. Et Aristide Briand était un pacificateur, un homme de dialogue, et il n'a pas conçu la loi de séparation des églises et de l'État comme un conflit contre les religions, mais pour garantir le libre exercice des cultes, mais respecter la liberté de conscience et garantir la laïcité et la neutralité de l'État et des services publics. C'est une loi de concorde nationale qu'il faut défendre, et c'est pour ça que François Hollande veut l'inscrire dans la Constitution. Mais Aristide Briand, c'était aussi un Européen convaincu avant l'heure. Il avait cette obsession de la guerre de 14-18, et il avait tellement la crainte que cela recommence, qu'il a tenté la réconciliation franco-allemande. Ça a marché un temps, malheureusement, ça n'a pas suffi.
Mais quand même, en 1926, avec son collègue ministre des Affaires étrangères, Gustav Stresemann, il avait eu ce prix Nobel de la paix. Eh bien, moi, je dis aujourd'hui, le combat pour la paix, ce n'est peut-être pas le premier combat européen, parce que nous avons les pères fondateurs de l'Europe ont réussi cela. Mais c'est le projet européen qui est en panne. Et moi, je suis, comme Martine Aubry et comme beaucoup ici à Lille, un Européen convaincu. Et je souffre de voir que l'Europe est en panne, que l'Europe ne porte pas un projet immense, alors que nous sommes la première puissance économique et commerciale du monde, que nous avons le meilleur niveau de protection sociale, le meilleur niveau de qualité de vie, de vivre ensemble. Nous ne sommes pas conscients de nos atouts. Alors oui, c'est à nouveau une nécessité de relancer le projet européen pour le progrès social et l'emploi. Alors, notre responsabilité à nous est celle du président de la République, qui l'a montré depuis le début du gouvernement, mais je le dis aussi à la future majorité de gauche, c'est d'être à la hauteur de l'histoire, de ne pas voir petit bras, de voir que les circonstances exigent l'audace, le courage. D'autres l'ont eu au moment de la grande crise de 1929. Eh bien, j'espère que les dirigeants européens seront à la hauteur du rendez-vous de l'histoire. Parce que si on n'est pas à la hauteur du rendez-vous de l'histoire, vous voyez ce qui se passe, mes chers amis, c'est la montée partout des populismes, la montée partout de l'extrême droite, la montée de la désespérance, de toutes les démagogies. Et ça, c'est contre la démocratie, c'est contre les peuples. Mais c'est à nous de relever le défi. Si vous donnez une majorité large au président de la République, nous réussirons ensemble à redonner de la force à l'Europe. Je dis aussi à ceux qui n'ont pas voté pour nous et qui aiment la France comme nous et qui sont d'abord des républicains, je leur dis demain, si nous avons la majorité, et je souhaite que cette majorité soit large, ce ne sera pas la victoire d'un camp contre un autre, ça sera la victoire des Françaises et des Français pour se rassembler sur un projet qui nous transcende. Parce que mon expérience de maire, mais je sais qu'à Lille c'est la même chose, on est capable de mobiliser au-delà des votes les citoyens, les acteurs, les forces vives autour d'un projet, de mettre autour de la table les entreprises, les représentants des salariés, des collectivités territoriales, du monde de l'université, de la science, de la recherche, de la culture, et aussi le monde associatif. Eh bien, ce que nous sommes capables de faire, nous le ferons pour la France, et c'est le sens de cette élection législative. C'est le contrat que nous voulons passer avec une majorité de Françaises et de Français. Oui, chers amis, vous voyez, nous allons réussir, même si ce sera difficile. Qui peut le nier? Qui peut dire qu'il n'y aura pas d'efforts à faire, de choses à changer, de conservatisme et de peur à faire reculer? Mais si nous sommes suffisamment rassemblés, si nous sommes suffisamment forts et convaincus de la mission qui est la nôtre, alors nous réussirons. Et je suis sûr que le peuple français partagera cette volonté de redresser dans la justice notre pays. Alors oui, dites-le encore, je me répète, mais je sais bien que je me répète, mais parce que c'est nécessaire, dites-le encore, il faut une majorité large, forte, cohérente, solidaire pour la France. Alors vive Lille, vive la République, vive la France. C'est maintenant. Le changement.